Alors maintenant, je vais demander à Xavier Emanueli de venir nous parler de la vulnérabilité. Vous avez vu tout ce qu'il y a autour de la dignité humaine, jusqu'à l'égalité, la pseudo-égalité, tous ces éléments. Eh bien, j'ai demandé à Xavier de nous parler plus particulièrement de la puissance de l'altérité. Si tu veux bien venir. Oh là là, sportif. Tu as la parole. Tu as une demi-heure comme les autres. Bien, bonjour à vous tous. J'ai pas un sujet facile, mais je vais essayer d'avoir quelques petites réflexions là-dessus. Quand un homme se fabrique, pendant les 9 mois de sa fabrication, il résume toute l'évolution de l'humanité, de l'amibe unicellulaire, en passant par le stade poisson, reptile, mammifère, pour devenir un être humain prêt à naître. Tout ça, ça se passe, dit-on, en 9 mois. Mais au niveau cellulaire, qui évolue dans un autre temps, ça représente l'équivalent de 4 milliards d'années. L'humanité vient de loin, puisqu'elle a parcouru toute l'évolution. Quand il se fabriquait dans le ventre de sa mère, le futur homme parcourait toutes les ères et toutes les époques. Quoi qu'il en soit, cette évolution dans le liquide amniotique correspond, je vais faire un peu à la Lacan, à l'évolution dans la mère originelle. Excusez-moi. Où l'être est là, il est déjà là, avec sa forme de vie d'avant la vie. Il est au chaud, il ne respire pas, il est nourri, il évacue. Et on peut dire qu'on est dans la mère originelle, en double sens, je dirais, pour avoir un langage maritime, qu'il en est au stade de méduse. Il ne se pose pas de questions. Il entend le ressac du cœur de sa mère qui bat. Il entend vaguement les bruits de l'extérieur. Le liquide amniotique. J'espère que non, c'est dégueulasse. C'est très dégueulasse. Et puis un jour, catastrophe. Au prix d'un immense et incompréhensible cheminement, il vient au monde. Faible, fragile. Il y a de quoi crier, et il crie d'ailleurs. Et au prix, il doit acquérir des échanges personnels avec l'extérieur alors qu'il faisait partie fusionnelle de l'organisme de sa mère. Il doit acquérir une peau, une carapace pour exister. Je continue avec les images maritimes. Du stade de méduse, il va falloir qu'il passe au stade de homard. C'est-à-dire qu'il acquiert une carapace pour pouvoir échanger avec l'extérieur, pour devenir un sujet, alors qu'il n'était pas un sujet. Ou de sa nourriture naturelle. On va lui donner d'ailleurs, c'est le sein de sa mère, ça continue. Ou de cette nourriture, il a besoin d'un aliment qui va devenir sa demande, toute sa vie, toute notre vie. La demande de besoin d'amour. Et d'abord, rien que parce qu'il est au monde, l'amour maternel, il a cet amour maternel. Et la quête de cet être qui vient d'arriver au monde sera toujours, en filigrane, une demande d'amour. Il nous en est resté ça. Et les enfants, si fragiles, ne peuvent exister que par l'amour. Alors, pour survivre quand même, la nature a des ruses. Stephen Gould, le fameux biologiste américain, dit que dans toutes les créatures, par leur fragilité même, ils imposent une protection. Ce comportement gauche et attendrissant des petits chatons, le petit duvet des canards, la morphologie de tous les petits
est une sorte de ruse de la nature pour protéger l'extrême fragilité des créatures qui arrivent au monde. Et d'ailleurs, il ajoute que par sa morphologie, Mickey, avec sa grosse tête, ses yeux déportés vers l'extérieur, des bras courts, des mains à 4 doigts, par son apparence, il ressemble à un petit homme. Je ne suis pas complotiste, mais Walt Disney l'a fait exprès, de chercher les courbes, les ronds. Et ce Mickey a la morphologie d'un bébé. Et les enfants l'ont reconnu tout de suite. C'est un des leurs. C'est un petit enfant qui leur ressemble. Ils ont adoré Mickey. Sa fragilité est protégée par sa morphologie, bien sûr, mais surtout parce que tout autour de lui, il y a des adultes bienveillants qui le protègent, qui l'aiment, qui font grandir ce petit enfant. Mais ce petit enfant est totalement dépendant des adultes. Arthur Koestler, mon idole, mais personne ne le connaît plus, Arthur. Comment ? Alors disons, les rares qui le connaissent encore. En réfléchissant à ça, il a une théorie pour expliquer les destinées humaines. Il dit que parmi tous les êtres évolués, le petit homme est dépendant très longtemps des parents, des adultes, beaucoup plus longtemps que tous les autres animaux sur la Terre. Ce qui fait qu'il garde l'empreinte de cette dépendance hiérarchique toute sa vie. On est fabriqué, façonné par l'appartenance hiérarchique. On a tous été, je te montre dans ce genre de salle, avec le pupitre du maître et les élèves, les étudiants de l'autre côté. On a tous été, pour les garçons, notre service militaire, on a tous accepté cette hiérarchie. Et cette hiérarchie va aller très loin. Puisque, disons que des hommes méchants, mauvais, pervers existent, bien sûr. Mais ces individus solitaires sont plutôt l'exception dans l'histoire humaine. Par contre, lorsque les humains sont soumis à une hiérarchie qu'ils reconnaissent, qu'ils admettent, qu'ils sont forcés d'admettre, ils oublient leurs intérêts propres, qui va jusqu'à offrir leur vie pour se soumettre à la hiérarchie et aux intérêts du groupe auquel il appartient. Et le groupe, pour toutes les raisons religieuses, patrie, idéologiques, peuvent être violents, meurtriers. Et voilà des êtres fragiles, minuscules, qui deviennent les pires assassins quand ils appartiennent à un groupe. Ils ont oublié leurs propres intérêts, leur propre philosophie. Et tout ça, ça vient de notre enfance. La vulnérabilité de l'enfance et la soumission à l'autorité du groupe l'accompagnera toute sa vie. Depuis sa venue au monde, par son comportement, l'enfant demande « Je veux être aimé ». Cette quête d'amour va se poursuivre toute sa vie. Je vais être aimé de ma famille, je vais être aimé de mon cousin, de ma tante, je vais être aimé dans ma famille. Je vais être aimé de mes maîtres, de l'instituteur. Je vais être aimé du professeur, je vais être aimé aussi de mes camarades. Je vais être aimé et j'ai une stratégie de séduction pour être aimé. Je vais être aimé parce que c'est pas moi, parce que je suis un beau jeune homme ou une belle jeune fille. Je séduis pour être aimé. Je vais être aimé parce que je suis un homme politique puissant. Aimez-moi, regardez un peu les moyens que j'ai. Ou parce que, évidemment, je suis le plus costaud. Aimez-moi. Aimez-moi aussi parce que je suis fragile. Regardez mes appâts. Je suis mal foutu, je suis une insuffisance respiratoire, je suis paralysé. Aimez-moi. Aimez-moi et mes appâts. Regardez, docteur, comme je suis mal foutu. L'intérêt du docteur, c'est avec ça que je le stimule, que je le séduis, pour qu'il m'aime. Aimez-moi parce que je suis malade, aimez-moi parce que je suis vieux. Ce coup-là, c'est mon cas. Aimez-moi parce que je vais mourir. Et cette stratégie pour être aimé, ça se retourne
des fois contre je veux être aimé, et puis on m'a mis en EHPAD. Et je veux attirer l'attention de l'infirmière, du médecin. Il y a longtemps qu'ils ne sont pas venus, alors j'appelle. Il n'y a pas assez de personnel. C'est encore la vieille là du fond qui nous fait chier. Allez, on va l'attacher. De la bientraitance, on va passer à la maltraitance. Et c'est commun, c'est souvent. Rappelez-vous, dans les écoles d'infirmiers, on vous apprend la bientraitance. Comme si ce n'était pas une dynamique naturelle. Quoi qu'il en soit, je veux être aimé. Et tout le long de ma vie, j'estimerai que je dois l'être, parce que je suis venu au monde, et puisque je suis au monde, et que ma mère m'a aimé, que tout le monde m'a aimé, je dois être aimé. Aimez-moi. Et je le sais parce que les enfants qui n'ont pas été aimés, qui ont été battus, qui ont été violés, maltraités, ne seront jamais des hommes complets. Je me suis beaucoup occupé des grands exclus dans la rue, les clochards. Évidemment, je n'ai jamais cherché une biographie parce que ce que j'appelle la mythomanie résiduelle, les gens racontent jamais. Ils essayent de donner le change en disant j'étais un soldat, j'étais ceci et cela. Ils n'étaient rien du tout. Ils étaient surtout très maltraités. De famille d'accueil en famille d'accueil, d'enfants battus, enfants négligés. Quand vous êtes considéré comme rien, vous considérez les autres pour grand-chose. Et on n'arrive jamais à être un homme complet. D'un autre côté, on est toujours des hommes sociaux, personne n'est seul. Et on n'existe que parce qu'il y a les autres. On existe dans les yeux des autres. Alors il y a des astuces. Les magazines, les cinémas, la télé vous montrent comment il faut être. Tous les mecs doivent être Schwarzenegger, Tarzan, toutes les filles doivent être des bimbos. On vous explique. Tous les vieillards doivent être de vénérables vieillards qui saucissons, là, vous savez, sur les affiches. Il faut. Donc vous avez des canons de la beauté. Vous savez à quoi vous ressemblez pour pouvoir susciter l'intérêt des gens. Seulement voilà, quand vous êtes vieux, ridé, vous êtes un grand exclu, personne n'a envie de vous aimer. Hein. On ne vous regarde même pas. On ne vous regarde pas parce que vous êtes le témoin de ma finitude. Donc, qui aurait l'audace de se mettre à côté d'un grand clochard dans le métro? Personne ne le fait. Non, mais c'est pas parce qu'il pue, mais ce qui est la réalité. Mais on n'a pas envie d'être vu dans le champ visuel de tels gens, d'organismes ruinés. Quelqu'un qui a un cancer en phase terminale, il n'a plus de copains. Les gens n'ont pas envie de le voir. Mais ils savent que ce n'est pas contagieux. Mais néanmoins, ça me rappelle ma propre finitude. Donc, j'ai pas envie de voir ça. Non, voilà, j'ai pas envie de voir ça. Mais quand on n'existe pas dans les yeux des autres, on n'existe plus dans ses propres yeux. Je sais que avant, dans les sociétés traditionnelles, sociétés rurales, qu'on a quittées dans les années 50, on est devenu des sociétés urbaines, on vivait sur 3 générations, et plus encore. Pendant que les parents travaillaient au champ, c'était les vieux qui élevaient les enfants. Les enfants, ils les avaient sur leurs genoux, ils les bisoutaient, les touchaient. Les vieux ne venaient pas si vieux comme ça. Et ils transmettaient d'ailleurs des valeurs dans lesquelles ils se mettaient en scène. Je fais la guerre, j'étais un bon. Et si vous voulez, cette transmission et ce toucher et ce regard de petit enfant vers le vieux et le vieux vers le petit enfant fait que dans les yeux des autres, il y a un échange comme ça. On vit les uns avec les autres. On est en société. On a des trucs pour... cravate, non, j'en ai pas. Mais on a des trucs pour séduire, pour être dans le regard des autres, bien, qu'on espère bienveillant. Mais on peut dire aussi que notre éducation, notre apprentissage se fait selon Giacomo comment s'appelle Rizzolatti, par mimétisme. Je fais ce que les autres m'enseignent.
m'enseignent dans la vie quotidienne des tout petits gestes. Je fais exactement comme eux, je suis enseigné. Et même, ce mimétisme, il est porteur d'affectif. C'est aussi comme ça que j'apprends. C'est comme ça, peut-être, que je me fais des amis, des copains. On est obligé de vivre en compagnie des autres. C'est comme ça qu'on est éduqué. Mais, il y a un mais. Il faut que je vous parle de René Girard, qui a compris que dans nos comportements, qui est fait par le désir, j'ai encore une 20 minutes. Formidable. Mais ça va aller vite. Dans nos comportements, est dit dans le livre magistral, dans Shakespeare ou le désir mimétique, je désire ce que l'autre désire. Moi, je n'ai pas de désir personnel. Je désire ce que l'autre. Faites l'expérience dans une école maternelle, dans une petite classe, vous donnez à tout le monde des cubes bleus. À un seul, vous donnez un cube rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Je désire ce que l'autre désire. Ça n'a pas échappé à notre société de consommation, qui est la société du désir. C'est-à-dire, bon, on apprend par mimétisme, mais tant qu'à faire, je vais un peu stimuler mon désir. C'est pour ça que, cyniquement, on a exploité le désir. Et là, ça affaiblit un peu nos comportements, notre faculté de jugement. Je raconte toujours, un peu audacieux, moi, rien au monde ne me ferait désirer un frigidaire, je vous assure. Ma libido, elle n'est pas faite comme ça. Mais si, dans un magasin, vous voyez un frigidaire avec une femme à poil à côté, j'aurais tendance à regarder. Je ne repartirai pas avec la fille, je repartirai avec le frigidaire. Vous voyez, on m'a troublé, on m'a trompé. Il y a une déviation au niveau de l'objet. Et donc, le désir, le mimétisme, l'apprentissage vers les autres se fait de manière perverse. Vous savez combien on est fragile par rapport à ces forces-là. Notre civilisation est parfaitement fragilisée. Je pense à Gustav Meyrink. C'est un vieil auteur. Là, je suis sûr que personne ne l'a lu que moi. Dans La nuit de Walpurgis, il décrit l'Aivesha. L'Aivesha. C'est une sorte de baisse de la conscience. Rappelez-vous, baisse de la conscience devant nos télévisions, nos téléphones portables. On a un abaissement de notre conscience. Et du coup, n'importe qui peut l'enflammer et le conduire forcément à la violence. On a notre attention qui est délibérément pour le désir, pour la consommation. Je pense à un autre contemporain. Il s'appelle Zygmunt, oui, c'est un juif viennois, mais ce n'est pas celui-là. C'est Zygmunt Bauman, qui a écrit La société liquide. Il dit, bon, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il y a l'instantané. On est dans l'instantané. Freud avait perçu ça, l'autre, Zygmunt, avait perçu ça quand il a parlé de la société océanique, où il n'y a pas de terme, il n'y a pas de valeur. On est là, dans l'océan. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de géographie. On est juste dans l'échange, dans la consommation, où les objets et les êtres sont consommables. Et donc le désir vous amène à cet état un peu somnambulique. Pardonnez-moi, c'est un peu mon engagement de vous dire qu'on est une époque un peu somnambulique. Notre vulnérabilité vient du fait qu'on veut être aimé, et ça jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute de notre passage sur la terre. On veut être aimé. Aimez-moi, regardez-moi. Et puis, je voudrais vous parler de quelqu'un que j'aime. Il s'appelle Jean-Baptiste de Foucauld. C'est le dernier commissaire au plan. Donc c'est un haut fonctionnaire, c'est pas un poète, mais vous verrez que si. Que même des hauts fonctionnaires très responsables peuvent écrire. Il a écrit Les 3 cultures du développement humain. C'est absolument remarquable. Il était chargé de la planification de
de nos infrastructures. Et puis il dit, en somme, chacun d'entre nous a 3 contrats. 3. Mais lequel? Le premier contrat, c'est le contrat du travail. Il faut produire quelque chose de soi. C'est un objet d'art, c'est une poterie, c'est un dessin, c'est un service, c'est de bien faire mon boulot, mais de faire quelque chose qui signe mon passage sur la terre. Quelque chose de moi. De moi. Évidemment, c'est régulé par les lois du travail, et puis je suis payé comme ça. Si j'ai pas ça, si je suis rien, si je suis pas remarqué, s'il n'y a aucune trace de moi sur la terre, je suis personne. Et donc, le boulot, le travail, c'est nécessaire. C'est pour ça que le chômage, c'est une plaie, un fléau. On ne produit rien. Le deuxième contrat, c'est le contrat de l'altérité. Donner, recevoir, offrir, prendre, remercier, c'est le contrat qu'on a tous. Et le troisième contrat, c'est le contrat du sens. Que veut dire ma douleur? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que ça signifie? Ça revient après l'intervention de l'antépénultienne qui venait ici. Les questions essentielles du sens. Alors, c'est le plus mystérieux d'ailleurs. Qui suis-je? Que veut dire ma vie? Ma douleur? Qu'est-ce que c'est le sens que je lui donne? Y a-t-il une vie au-delà de la vie? C'est ce qu'ont voulu dire tous les poètes. Ces contrats ne peuvent pas exister indépendamment de l'un de l'autre. Et l'amour, c'est pas que je suis curé, hein, c'est mes constats. L'amour se décline sous toutes les formes possibles. L'amour océanique du moine dans sa cellule, en direct avec Dieu. L'amour absolu, total de la mère pour son enfant. L'amour éros, passion, porté par le désir et la libido. L'amour agapé, l'amour amitié, l'amour empathie. Notre solitude, mystérieuse au monde. Notre vulnérabilité devant l'incroyable, l'énorme mystère de notre existence. Tout vient de ce fait. La puissance même de notre parcours sur la Terre, qui de mon point de vue est un parcours initiatique, une quête obscure de la rencontre avec l'autre. Notre fragilité devant cet énorme mystère et l'éternité, c'est ma rencontre en tâtonnant avec l'autre qui est mon semblable, mais qui n'est pas mon pareil. Et c'est ça le grand mystère.